Nous voilà en live à 15h31. J'aime beaucoup notre ponctualité. Merci à tous ceux qui vont arriver en ce mercredi après-midi pour parler éducation à la laïcité par l'enseignement des faits religieux. Et cet après-midi, pour parler de ce sujet, je reçois Marine Quenin qui va se présenter à nous tout à l'heure. Et l'idée de cette émission, c'est vraiment d'essayer de poser des questions sans phare et de comprendre comment un enseignement qui est au programme est si peu présent dans le quotidien de nos classes. Voir où sont les réticences, où sont les freins, qu'est-ce qui nous retient, et peut-être essayer de déconstruire ces projections pour se lancer sur cette éducation à la laïcité par l'enseignement des faits religieux. Et vous y tenez chez Enquête à cette terminologie et tu nous expliqueras pourquoi. Donc, toutes les questions sans phare, c'est comme ça qu'on a essayé de construire l'émission. On a évincé, mis de côté les questions un peu théoriques sur la définition de la laïcité, puisqu'on a déjà des supports et des ressources qui permettent de comprendre tout ça. Julia, qui est dans le chat, vous mettra les références au fur et à mesure des ressources produites sur le dispositif partenariat Être Prof Enquête Être Prof. Et pour commencer, Marine, est-ce que tu veux bien te présenter à nous? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de cette invitation. Je m'appelle donc Marine Quenin et je suis à la fois la fondatrice et la déléguée générale de l'association Enquête, qui a été créée il y a 10 ans pour travailler sur ces questions de laïcité et faits religieux avec les enfants notamment. Merci. Alors, question sans phare. Hein. On n'a pas voulu un déroulé très académique. Je suis allée dans les questions, pas les questions qui fâchent, mais les questions qu'on se pose vraiment sur le terrain. Et pour commencer, c'est comment tu peux expliquer, toi, de ton expérience, de ton expertise, le fait que cet enseignement des faits religieux soit inscrit au socle commun, pardon, et qu'il soit très peu abordé, si ce n'est dans le temps de crise. Et on sait bien que ce n'est pas forcément le meilleur moment pour parler de ce sujet-là. C'est compliqué de répondre à cette question parce que je ne suis pas sûre d'avoir toutes les réponses. Hein. Peut-être des pistes de réponse. Pour commencer, d'abord, il semblerait qu'une partie des enseignants ne soient pas nécessairement conscients que l'enseignement des faits religieux est au programme. En France, on a fait un choix particulier de ne pas avoir une discipline enseignement des faits religieux, de l'aborder au travers des disciplines existantes, c'est-à-dire à travers l'enseignement moral et civique, l'histoire, le français, potentiellement l'histoire des arts, les sciences, etc. Donc, des enseignants bien conscients, et encore plus ces dernières années, de la présence de la laïcité dans les programmes, en fait, et pas nécessairement de l'enseignement des faits religieux. Des questions sur religion à l'école, c'est quoi, comment, justement, l'école laïque, elle est faite pour que la religion n'y soit pas présente, donc qu'est-ce que ça veut dire, comment ça s'articule, donc une sorte de positionnement qui n'est pas très simple. Et puis après, je dirais peut-être deux choses. Certaines inquiétudes qui est légitime, à mon sens, à aborder ce sujet quand on sait que c'est un sujet qui est, comme on dit, une question socialement vive, enfin, qui n'est pas dans la société, donc c'est pas très simple de le faire entrer dans une classe. Et puis d'autre part, finalement, des programmes chargés, peu d'outils, et donc un sujet qu'on laisse de côté, et pour autant qui émerge de façon assez brutale dans les crises qu'on a pu vivre ces dernières années. Je peux remonter pour commencer aux attentats de 2015 et puis ce qu'on a vécu récemment, où les enseignants se disent sans doute qu'il y a quelque chose à faire, et puis il y a une injonction et politique et de la société envers l'école pour absolument se saisir de ce sujet, parce que l'école doit régler tout. On doit tout résoudre, effectivement. Après, c'est légitime, je pense que ces questions-là redescendent sur l'école parce qu'on voit la force de l'éducation, finalement, dans ces thématiques. Et du coup, tu dis effectivement que parler religion, c'est quelque chose qui est complexe en France, avec l'idée que l'on se fait de la laïcité, ou en tout cas
le peu de clarté parfois qu'on peut avoir, même en tant qu'enseignant. Et je sais que c'est très présent chez Enquête, le fait de dire parlons religion en dehors des temps de crise. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est finalement, en quoi parler religion, qui nous semble être un sujet à tension, peut apaiser, parce que c'est ce que vous défendez. Donc, comment on articule ces deux choses qui, finalement, dans notre tête, peut faire un peu hiatus? En fait, il y a, à mon sens, deux choses qui servent cet objectif d'apaisement. Enfin, trois. La première, bon, je tombe mal, hein, mais c'est d'apprendre à en parler hors des temps de crise, justement. De ne pas uniquement aborder le religieux quand les crises émergent ou par les extrêmes. C'est-à-dire que de ne pas uniquement lier le religieux à ces choses terribles, parce que le religieux produit des choses terribles, il produit des choses pas terribles, et puis il est aussi autre chose dans le cadre de nos sociétés. D'autre part, apprendre à en parler dans un champ qui est celui de l'école, à savoir celui des connaissances, a en tant que tel une valeur apaisante. Parce que justement, quand on en parle sans utiliser les mots, les injonctions, les propos parfois violents qu'on peut entendre dans les médias, mais en parler avec respect. Et quand je dis respect, ça ne veut pas dire qu'on valide une religion ou qu'on la combat. C'est juste qu'on peut en parler avec respect. On a fait une partie du chemin, et puis ça va être aussi le cas pour certains élèves qui, pour la première fois, vont pouvoir, dans un cadre qui n'est pas celui de la famille ou le cadre amical, pouvoir parler de ce qu'ils croient sans être montré du doigt et avec fierté. Et encore une fois, si on les laisse parler, ça ne veut pas dire qu'on valide ce qu'ils racontent, mais ils vont pouvoir s'exprimer. Et donc, en tant que tel, de pouvoir faire de créer cet espace où on reste dans le champ des connaissances, qui est celui de l'école, et en même temps, on peut en parler calmement. On n'a pas fait tout le chemin, hein. Je n'aurais pas la prétention de dire ça, mais on a fait une partie du chemin où on baisse un peu la tension sur ces thématiques. Et on verra un peu plus tard dans l'émission, finalement, quel est le cadre qu'on peut se donner justement pour être sur le terrain des apprentissages, le terrain de l'échange et du dialogue. Et le respect n'étant pas valider tout, mais c'est donner une place finalement à l'échange autour de ces thématiques. Bien souvent, sûrement à tort, on pense que c'est un sujet à tension. Et dans votre expérience, est-ce que ces tensions sont réelles? Et si elles le sont, quelles sont-elles? Alors, je dirais oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est un sujet à tension parce que je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un sujet qui, dans la société, est à tension. Il n'y a pas de raison que s'il est à l'extérieur de l'école, il ne le soit pas à l'intérieur. On sent que c'est tendu sur le sujet. Donc, tout le travail, ça va être en partie de dénouer ces tensions-là. Après, quand je reviens à ce que je disais avant, créer cet espace de connaissance, c'est commencer à travailler ces tensions pour les faire, en tout cas, se dégonfler tout doucement. Et puis après, il peut y avoir des tensions dans les propos des enfants, qui seront parfois à côté de la plaque, parfois naïfs, mais parfois violents entre eux. L'idée de préparer des séances sur ces sujets, en tant qu'enseignante, se préparer, d'avoir un cadre, de maîtriser une pédagogie, on va pouvoir aider les enfants à réfléchir à ce qu'ils expriment. C'est une façon aussi de dénouer ces tensions-là. Elles vont pas émerger à un endroit non prévu, elles émergent dans un cadre, et puis après, d'autre part, si elles émergent hors de ce cadre-là, comme on a commencé à le travailler, on va pouvoir se référer à cette question de l'enseignement des faits religieux. Donc, se préparer permet, mais comme sur pas mal de sujets, en fait, de les désamorcer, parce qu'on va aussi permettre aux enfants de dénouer, il y a une tension, c'est qu'il y a une colère quelque part. Donc, de dénouer une colère, de faire prendre un peu de distance aux enfants par rapport à leurs convictions, ce qui veut pas dire les renier, c'est-à-dire de pouvoir les mettre à distance pour les voir comme ses convictions. Je sais pas si je suis... Oui, très clairement. Vous avez, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui a beaucoup éclairé ma compréhension du sujet. C'est le travail que vous faites entre savoir et croire. Et je veux bien que tu le présentes
dès maintenant parce que je trouve que c'est finalement très structurant et que ça permet de savoir où se placer et de mettre le curseur là où il faut dans notre posture. Et ça dénoue beaucoup de tensions internes. Là, je parle en tant qu'enseignant. D'avoir ça en tête, ça apaise finalement. Et moi, de façon personnelle, je me dis, OK, je suis plus en classe, mais je n'aurai plus peur de ça parce que ça me donne un guide intellectuel ou un guide qui me permet de clarifier les choses, au moins dans un premier temps. Donc, je veux bien que tu expliques ce que vous défendez là-dessus. Oui, d'autant que dans les séquences pédagogiques qu'on propose, on propose quasi tout le temps de commencer par là parce qu'il nous semble que c'est la boîte à outils conceptuelle pour permettre tout le reste, en fait. D'aider les enfants à réfléchir à ce qui différencie le savoir du croire. Et donc, ça veut dire comprendre que ça ne répond pas aux mêmes questions. Sur le savoir, on va traiter du comment, on ne va pas traiter du pourquoi. Le croire va traiter du pourquoi. Et de savoir comment ça se construit, quelles sont les règles de construction du savoir. Que le savoir est évolutif, qu'il n'est pas figé dans le temps, que le doute fait partie de la science, enfin c'est intrinsèque à la science, que pour construire du savoir, on se donne des règles de construction, d'énonciation d'hypothèses, d'expérimentation, d'ouverture à la contestation, d'argumentation, de preuves, et puis aussi de doute. Donc le savoir est de l'ordre du rationalisable, du partageable, du démontrable. On va accompagner les enfants à construire, qu'on soit dans les sciences dures ou dans les sciences humaines, l'histoire par exemple. Quand on est dans le domaine du croire, on peut avoir des bonnes raisons de croire, on peut être intimement convaincu. En revanche, on ne va pas pouvoir démontrer que ce à quoi on croit et va être partagé par l'autre. On va avoir des gens avec lesquels on va être d'accord, sur lesquels on va pouvoir échanger. Il y en a d'autres avec lesquels on ne pourra pas échanger et auxquels on ne pourra pas démontrer que ceux auxquels on croit relèvent d'autre chose que de la croyance. Et en fait, passer par là, c'est aussi leur dire que quand on dit ça, je n'ai pas utilisé les termes de vrai et faux. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'ordre du vrai et du faux. La question, elle n'est pas là. Elle est qu'est-ce qui relève du partageable et du démontrable, qu'est-ce qui relève de l'adhésion personnelle qui ne relève pas de ce… Et comme tu disais très justement, en fait, c'est parfois violent pour certains enfants qui passent par une forme de colère quand on les accompagne par des questions pour réfléchir à cette différenciation-là, mais quand ils ont compris qu'on n'est pas dans l'ordre du vrai ou du faux, on n'est pas dans l'ordre de la hiérarchisation parce qu'il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre, c'est juste que ça ne répond pas aux mêmes choses, ça n'a pas le même objet, ça n'a pas la même fonction. En fait, et qu'on leur montre qu'on peut à la fois savoir et croire, qu'on peut être un scientifique croyant, qu'on peut on peut croire en plusieurs dieux et en même temps adhérer au raisonnement scientifique, c'est pas incompatible en fait. Il y a une forme d'apaisement sur la mise à distance de ses propres convictions. C'est-à-dire que je peux les regarder de l'extérieur tout en comprenant que même si elles sont extrêmement importantes pour moi, qu'elles donnent du sens au monde pour moi, qu'elles vont me guider dans ma vie quotidienne potentiellement, que c'est des choses de réflexion, que c'est quelque chose qui me guide, et ben peut-être que l'autre ne croira pas la même chose en fait. Et pour autant, c'est pas très grave en fait. Oui, c'est ça. En fait, ce que j'entends, c'est que finalement, ce travail-là permet de donner un espace à ces deux choses, du savoir et du croire, qui sont deux choses différentes, qui ne sont pas comparables, il n'y a pas de hiérarchie, elles sont différentes. Et du coup, ça permet aux enfants, j'imagine, d'apprendre à penser et de placer les choses au bon endroit et d'affiner ce qu'ils vivent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils savent. Oui, puis j'ai oublié de dire quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose aussi, un petit trick, c'est qu'en fait, on leur montre aussi qu'on peut avoir des connaissances sur des croyances. Si je prends un exemple un peu concret, si on va parler de Jésus, par exemple, on peut parler de Jésus à l'école. C'est-à-dire que connaître
l'histoire de Jésus telle qu'elle est racontée par les chrétiens vous donne accès à un patrimoine culturel en France qui est présent. De pays catholiques depuis un certain nombre d'années, que vous travaillez sur le calendrier, la construction du temps, les semaines, les fêtes, les noms des rues, les lieux de culte. Il y a plein de choses, en fait, où si on rentre dans une salle Renaissance d'un musée aussi. Donc, ces connaissances-là vous sont nécessaires pour accéder à un patrimoine culturel partagé commun. Après, on va pouvoir avoir donc, des connaissances, enfin, on va pouvoir être dans le champ du savoir. Ça va expliquer que la majorité des scientifiques se mettent d'accord sur le fait qu'un personnage historique, Jésus, a existé, sur lequel on ne sait pas grand-chose. Mais parce qu'on a, et là, on peut travailler sur l'histoire des preuves concordantes diverses, d'origines diverses, où les gens n'ont pas nécessairement un intérêt à démontrer que. Après, vous pouvez partir dans le champ des croyances, de dire que les chrétiens vont dire que Jésus est mort ressuscité et que c'est Dieu fait homme, de la croyance chrétienne. Les musulmans vont dire que Jésus est un prophète un peu particulier. Et donc là, on est dans le champ des croyances, qui ne sont pas de l'ordre du démontrable, mais sur lequel on peut avoir des connaissances, donc, dont on peut parler à l'école avec cette prise de distance. Et si je prends des petits trucs, on dira aux élèves, pour les chrétiens, Jésus est Dieu fait homme. Pour les chrétiens, Jésus serait ressuscité. Alors, je suis ceinture bretelle parce que j'ai pour les chrétiens, plus le conditionnel. Enfin, c'est montrer que donc on peut en parler, qu'on peut se positionner dans le champ de l'école tout en abordant des questions de croyance. Si on continue notre déroulé sur finalement qu'est-ce qui fait frein chez nous en tant qu'enseignants sur cet enseignement, vous avez l'habitude d'accompagner des enseignants sur cet enseignement. Quelles sont les appréhensions que vous retrouvez le plus fréquemment? Qu'est-ce qui vous est dit, ou pas dit d'ailleurs, hein, de ce que vous décelez? Parce qu'on a travaillé avec nos amis enseignants dans les vidéos. On a beaucoup réfléchi à essayer de trouver les freins qui étaient les freins principaux, les inquiétudes principales, et en fait, on en a sorti 3. Une première j'y connais pas grand-chose, je suis pas un spécialiste, qu'est-ce que je vais me lancer là-dedans Et en fait, inquiétude à laquelle on peut répondre certes, vous n'êtes pas un spécialiste du religieux, certes, vous ne le serez jamais, mais au premier degré, vous n'êtes pas non plus ni historien, ni mathématicien, ni biologiste, enfin, je pourrais dire, ni grammairien. Donc, une séance se prépare. Il y a des connaissances élémentaires à acquérir. Néanmoins, vous ne pourrez jamais tout savoir et vous ne pourrez jamais répondre à toutes les questions de vos élèves. Mais comme dans toutes les matières, et ça se traite de façon un peu similaire. C'est-à-dire qu'on peut différer une réponse en disant « je vais chercher la réponse après » et si c'est une question de l'ordre des croyances, renvoyer à la différenciation entre savoir et croire. Ça, c'est pour être spécialiste ou non. Il y a la peur des parents, souvent. En disant, si je mets en place un tel enseignement dans ma classe, je vais avoir les parents dans ma classe demain matin. Alors, pour commencer, c'était ma principale peur au début d'enquête. Donc, il y a 10 ans, là où ça va bloquer, c'est là-dessus. Et en fait, en 10 ans, on a eu très peu de problèmes. Enfin, vraiment, c'est marginal sur le nombre de classes ou de groupes dans lesquels on est intervenu. Après, ce qu'on propose, nous, mais après, c'est aussi à la main de l'enseignant en fonction, c'est lui ou elle qui connaît les parents de ses élèves. Il sait aussi comment ils réagissent, qui est peut-être plus vif, qui est peut-être plus contestataire, qui a besoin d'explications, et avec un enseignant aussi qui va mettre en place des modalités d'échange avec les parents, variables selon la façon dont il fonctionne, il aime fonctionner. Mais du coup, on a proposé des modèles de lettres, courriers à mettre dans les cahiers de liaison. Ça peut se faire lors de réunion de début d'année quand on va expliquer ce qu'on va mettre en place et mentionner la chose. Ça peut se faire à la sortie de l'école quand les parents viennent récupérer leurs enfants. Enfin, il y a plein de modalités. Et après, en termes de propos, c'est sans doute expliquer aux parents, d'une part, que c'est dans les programmes, cet enseignement fait dans les programmes, et leur dire ce que c'est pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un enseignement prosélite où notre objectif va être de transmettre une religion ou une conviction à votre enfant ou de le faire changer d'avis. C'est de leur apporter des connaissances pour comprendre. On va parler certes des différentes convictions, avec autant de respect les unes pour les autres. Les enfants vont pouvoir s'exprimer dans le respect de leurs camarades, mais l'objectif n'est absolument pas le domaine de la foi, qui reste le domaine de la famille par essence.
Et finalement, les parents, j'imagine, ont peur de ça, en fait, qu'on dépossède leurs enfants de ce qui est. Il y a l'idée qu'on influence les enfants. Et puis, il y a un autre truc aussi qui était apparu dans les commentaires de parents qu'on avait eu à Trappes, qui nous disait la chose suivante. Enfin, je le réarticule parce qu'il ne le présentait pas aussi clairement, mais qui nous dit globalement, l'école nous demande nous demande à ce que nos enfants laissent la religion à la maison. On leur demande de le faire et en fait, l'école vient rompre la demande qu'elle-même nous a faite. En fait, c'est quoi cette injonction contradictoire? Et là, à quoi on peut répondre, c'est qu'il y a des choses différentes. Il y a la question de la conviction personnelle, prosélyte exprimée, en effet, reste à la maison. En revanche, on peut en parler et nous, à l'école, on ne va pas en parler dans le même champ que celui qui est celui de la maison. L'école ne s'interdit aucun champ de connaissances et le religieux est un champ de connaissances important et extrêmement présent. Donc, mais on a même trouvé, si je tire un peu plus, alors après, ce n'est pas tous les parents, mais pas mal de parents, et notamment des parents de culture musulmane, une forme d'apaisement à de se dire qu'on en parlait calmement. C'est-à-dire que certains d'entre eux souffrent de la façon dont l'islam est présenté dans les médias par les politiques. Et en fait, que l'école puisse se saisir de ce champ-là posément, avec calme, encore une fois, avec respect. Et ça ne veut pas dire qu'on le valide. Hein, je me répète, mais c'est important. Je pense qu'ils sont contents, en fait. Même si pour certains, ils sont un peu inquiets en disant « mais je cherche à protéger mes enfants ». Mais on leur dit qu'on le fait posément et que c'est une façon d'apprendre à en parler aussi pour tous. Ça se passe bien. Et puis, il y a un troisième, pardon, je me suis étendue sur les parents. Je pense que c'est une inquiétude assez récurrente que je trouve que je comprends très bien, moi. Puis, il y a une troisième forme d'inquiétude qui est un peu la réaction des élèves. Qu'est-ce que je fais s'ils me disent maître ou maîtresse, tu n'as pas le droit de dire ça, maître ou maîtresse, tu dis n'importe quoi. Et en fait, là, il y a des trucs, entre guillemets, c'est-à-dire que ce qu'on on a essayé de proposer dans les vidéos aussi, c'est cette question de la pédagogie du questionnement, de pouvoir travailler en leur envoyant des questions sur, encore une fois, savoir et croire, pluralité des convictions, diversité interne, pour revenir aux objectifs et permettre de comprendre pourquoi ils s'opposent et de déconstruire ces oppositions pas à pas. Loin de moi l'idée d'oser dire que ça se fait en une séance, hein, je ne me permettrai pas de ça. C'est vraiment un enseignement qui doit se faire dans la durée et qui va avoir un impact sur les élèves dans la durée. J'ai perdu ce que je voulais te dire, c'est pas très grave. Non, mais j'avais envie de te dire quelque chose et c'est parti. Juste peut-être en profiter que on a une 60aine de personnes qui sont là. N'hésitez pas, posez vos questions. Je trouve que c'est vraiment l'objet d'avoir un temps où on peut poser des questions sans phare, des questions qui peuvent nous paraître tabous, mais du coup, c'est vraiment ça qu'il faut lever pour aller vers cet enseignement apaisé, j'aurais envie de dire. Je m'étais noté une question qui est presque un peu philosophique, mais j'avais envie de te la poser. Là, on va partager avec nos élèves ce qui nous différencie, et c'est OK le fait que ça soit différenciant et que ça nous différencie. Et finalement, comment on bâtit de la culture commune sur ces différences? C'est un peu tordu comme question, mais… Non, elle est intéressante parce qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre-là dans le… Je dirais par deux biais. Tu as un biais de connaissances communes, c'est-à-dire de se dire qu'on se met au même niveau en termes de connaissances. Certains enfants auront une connaissance plus poussée d'une conviction particulière, qui sera dans un champ particulier en plus. Néanmoins, qu'on puisse partager des choses et des connaissances sur les convictions des uns et des autres, on refait du commun en termes de connaissances. Et après, c'est la laïcité. C'est-à-dire que et c'est là où l'enseignement des faits religieux nous semble, je reviens à ta question sur la formulation, c'est là où il me semble il nous semble, nous, l'expérience, notre expérience en tout cas nous amène à le défendre, c'est de dire que passer par l'enseignement des faits religieux pour arriver à la laïcité est particulièrement opérant. C'est-à-dire que
quand on a appris à parler du religieux, quand on a appris à différencier savoir et croire, quand on a donc appris que ce à quoi on croit ne sera pas nécessairement partagé par son voisin et qu'on sera peut-être définitivement en radical désaccord avec son camarade. On ne sera jamais d'accord. On peut arriver ensemble à du commun sur la pertinence et l'intérêt de la laïcité. C'est-à-dire qu'elle a un intérêt pour moi parce qu'elle me garantit la possibilité de croire ou pas croire ou de changer de conviction, pratiquer ma religion aussi dans le cadre des règles existantes, mais aussi elle a un intérêt collectif. C'est-à-dire que si on tire la réflexion, la laïcité telle elle existe en France et telle qu'elle a été à penser, c'est un cadre institutionnel, c'est un principe constitutionnel, pardon, mais ça a quelle vocation? Ça a vocation à organiser des désaccords fondamentaux de manière démocratique. Et théoriquement, sans recours à la violence. On peut être en radical désaccord. Néanmoins, je garantis la liberté de chacun de pouvoir avoir ses convictions et de pouvoir coexister dans un espace commun sur lequel on se met d'accord. Et donc, se mettre d'accord, la laïcité, c'est se remettre d'accord sur le cadre. Et se remettre d'accord sur le fait qu'on se choisit collectivement des règles, quelles que soient nos convictions. Ce qui veut dire que la règle de Dieu n'a pas lieu d'être, puisque je peux y croire parce que j'y crois, parce que c'est ma conviction, mais quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ne va pas adhérer à la règle de Dieu. Donc, on en revient au principe des Lumières, de la construction d'un État démocratique. Et je continuerai peut-être autre chose, c'est aussi de se comprendre que on entend parfois chez les enseignants des histoires de majorité, minorité, culture majoritaire. Ça permet de comprendre aussi à chacun que chacun a une place. Qu'on soit de culture minoritaire, on a quand même quelque chose à partager et on a une place aussi. Et majoritaire, de faire de la place à... Quoique maintenant, en termes de conviction, la question de la majorité et de la minorité est quand même compliquée à définir en France. Donc finalement, ça nous permet de réguler notre espace commun et d'avoir un cadre commun sécurisé où chacun a la possibilité d'être ce qu'il a envie d'être dans un cadre suffisamment sécure pour qu'on ne vienne pas lui demander de penser autrement. Et voilà, je m'arrête. Oui, et puis protecteur. Ouais, c'est ça. Le droit protège cette liberté de conscience et cette liberté de culte. Et interdit, si on reprend la devise républicaine, si on est sur des questions de valeurs, c'est la liberté de chacun de croire ou pas croire et de changer, c'est l'égalité de chacun devant le droit. Quelle que soit ta conviction, tu es avant tout un citoyen qui a accès aux mêmes droits, qui a accès aux mêmes services, et donc elle fait vivre en fait ce cadre-là, il fait vivre l'état de droit. Alors, c'est bien parce que les questions arrivent et du coup, je vais les prendre dans l'ordre parce qu'il me semble pertinent et intéressant de les poser. Alors, un témoignage de Véronique qui dit que ses élèves apprécient beaucoup que l'on parle des faits religieux, ils sont demandeurs. Bénédicte fait la remarque qu'il y a une peur de heurter les susceptibilités et j'aime bien l'idée effectivement, c'est ce qu'on utilise comme terme et les croyances des élèves. Et je veux bien que tu répondes justement, on y a un peu répondu, mais voilà, finalement, les susceptibilités, c'est le champ de l'intime et on n'a pas à les heurter, on a à leur donner une place finalement. Oui, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir s'exprimer et potentiellement elles vont être bousculées parce que quand on est dans un champ familial où la règle ou la norme d'une conviction, mais qu'elle soit d'ailleurs religieuse, politique, sur plein de choses, l'école vient bousculer ces certitudes-là. Donc ça doit se faire avec doigté et respect. Néanmoins, c'est aussi le rôle de l'école que d'ouvrir le champ à des possibles différents et respectables en fait. Donc et après les croyances, heurter les croyances, c'est la question de la neutralité de l'enseignant. Elle est aussi, quand on la met en avant, un moyen de montrer aux élèves qu'on respecte et qu'on protège leur liberté de conscience. Donc que le fait que l'enseignant qui a une influence sur ses élèves soit tenu à ne pas partager ce qu'il croit ou ce qu'il ne croit pas,
c'est dans le respect des convictions des élèves et pour protéger leur capacité à se forger une opinion propre. Donc oui, ça risque de les bousculer, mais comme beaucoup de choses en fait à l'école. Après, ça va se faire doucement, dans le respect des enfants. Ça va se faire. Et c'est bien. Ce que j'ai appris à vos côtés par rapport à la neutralité, moi, que je n'avais jamais noté, c'est la nécessité d'expliciter aux élèves cette neutralité. Parce que, effectivement, a priori, on peut se dire, on demande aux élèves d'échanger et on leur propose, parce que eux ne sont pas soumis à la neutralité, enfin, n'ont pas ce devoir de neutralité, donc vont exprimer leurs croyances. Et sur ce qu'on pourrait imaginer une réciprocité, on se dit, les élèves pourraient dire, pourquoi toi, maîtresse, tu nous dis pas de quelle religion tu es? Et le fait d'expliciter cette neutralité, finalement, fait partie de ce cadre sécurisant. Et je veux bien juste que tu t'explicites ça parce que je trouve que c'est très éclairant. Ouais, je reviendrai peut-être juste sur ce que tu as dit au départ, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander aux élèves ce qu'ils croient. Surtout pas. On va leur laisser la possibilité de le dire s'ils le souhaitent. En veillant à deux choses. Un, à ce qu'ils ne s'érigent pas en experts de leurs propres convictions. C'est-à-dire qu'on va le remettre en perspective pour dire que c'est un témoignage sur des façons de faire, des façons de croire et qu'on va écouter, mais il y a d'autres façons de faire. Et surtout pas avec une assignation des élèves à la conviction réelle ou supposée. Ouais. Je donne un exemple. Dans le cadre historique, on aborde le baptême de Clovis. Demander, toi, Marie, qui est catholique, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le baptême? C'est particulièrement problématique. Enfin, c'est la possibilité à toute la classe. Parce que si on demande juste à Marie qui est catholique, alors qu'il n'est peut-être pas, on a peut-être juste décidé qu'elle l'était, mais on n'en sait rien. Et d'autre part, ça veut dire qu'il n'y a que des gens d'une conviction qui peuvent parler. Tout à fait. À toute la classe, quelqu'un sait ce que c'est que le baptême et que Marie prenne la parole, c'est très bien. La neutralité, oui, en fait, elle va s'expliquer parce que très souvent, les élèves vont poser des questions. Mais toi, maîtresse ou toi, maître, qu'est-ce que tu crois? Il va bien falloir expliquer pourquoi on ne leur répond pas. C'est pas parce qu'on veut leur cacher quelque chose. C'est juste que pour préserver justement leur liberté de conscience, on ne va pas dire ce qu'on croit, et puis aussi parce qu'on va se donne la possibilité de parler de toutes les convictions et de pas uniquement être d'une conviction pour aller d'une conviction. Enfin, c'est avoir des connaissances. Donc, c'est à la fois préserver leur liberté à eux, montrer qu'on ne va pas les influencer, et puis montrer qu'on peut, quelle que soit la conviction, qu'on peut aborder ces sujets dans le champ des connaissances. Merci. Merci de ce recadrage. Et puis peut-être juste un petit truc, parce qu'il y avait quelque chose sur qu'est-ce que tu crois, mais aussi il va y avoir des questions de mais maîtresse, est-ce que tu crois que et toi maîtresse, est-ce que Dieu existe? On est dans le champ de là, on revient sur croire, savoir et croire. C'est leur renvoyer des questions sur dire comment, est-ce qu'on peut démontrer que Dieu existe? Qu'est-ce que tout le monde croit que Dieu existe? Qu'est-ce que les gens croient? Et donc de remontrer que on ne va pas y répondre parce que ce champ-là n'est pas le champ des connaissances qui est celui de l'école, mais celui du savoir, du croire qui est relevant du champ des connaissances. Merci bien. Colibrine, qui pose une question, l'enseignement du fait religieux, des faits religieux et les programmes face aux IEN. Alors, Colibrine, à la limite, je veux bien que tu explicites un peu s'il y a une question un peu sous-jacente derrière ça, puisque c'est inscrit au programme. Et donc, finalement, normalement, les inspecteurs n'ont pas à redire sur ce qui est au programme. Mais peut-être qu'il y a quelque chose derrière que tu pourrais expliciter. Il y a Sana qui… Oui, on a fait une fiche sur si la question elle est celle de l'articulation au programme, on a fait une fiche sur précisément premier degré, toutes les articulations au programme. Voilà, donc Sana a retrouvé sur la page éducation à la laïcité que Julia a dû mettre à plein d'endroits différents dans le chat. Donc Sana votre intervention est extrêmement intéressante. Il est vrai qu'il faut aborder les religions avec respect, mais dans ce cas, est-il acceptable qu'un élève refuse de regarder et d'étudier une caricature qui heurterait sa sensibilité? Question gros sujet. Sensible, s'il en est. Alors, est-ce que c'est acceptable? En tout cas, ça peut être compris. À regarder, on n'a pas à imposer des dessins à qui que ce soit. En revanche,
on peut travailler sur le pourquoi. C'est-à-dire que caricature, personne n'est obligé de regarder. En revanche, travailler sur qu'est-ce que c'est qu'une caricature, depuis quand ça existe. Si on pouvait essayer de sortir de caricature égale Charlie Hebdo, Charlie Hebdo. Non, mais tout à fait. On n'aura pas fait toute la solution, mais on peut élargir et respirer un peu quand même. De revenir, oui, sur ce que c'est qu'une caricature, à quoi ça sert, ça a quel objet, depuis quand ça existe, dans quel champ ça s'exprime, qu'est-ce qui est interdit en France, qu'est-ce qui est autorisé. C'est-à-dire de remettre en perspective que les enfants ou des jeunes ne veuillent pas la regarder, personne n'est obligé de regarder. Enfin, après, on peut en discuter. Tout à fait. Et c'est vrai que ce que tu proposes, moi, je pense que c'est effectivement intéressant de revenir au champ des connaissances et des savoirs et de revenir sur un champ plus large que celui qu'on est en train de vivre ou qu'on vit depuis une dizaine d'années. C'est que effectivement, la caricature ne se résume pas à la position de Charlie Hebdo et que il faut s'extraire de ça pour comprendre finalement et refaire le chemin à l'inverse. Donc, voilà. Après, c'est des choix pédagogiques et des choix didactiques, mais effectivement, la caricature est un sujet à aborder en histoire et on trouve de nombreuses ressources sur ce sujet. On en a mis une en avant, je crois que c'est la BNF qui faisait un travail sur la caricature et qui était extraordinaire en iconographie et qui permet vraiment de comprendre quel outil a été la caricature dans l'histoire, dans notre histoire. Donc ça remet en perspective. Une autre question de Sana que je trouve intéressante, comment réagir à des élèves qui pensent relever des incohérences dans la laïcité, notamment en Alsace, où des fêtes religieuses sont des jours fériés? Alors là, on est sur la question de la laïcité comme objet d'enseignement et pas comme principe. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de la laïcité à faire, alors après, à adapter à l'âge des enfants auxquels on s'adresse, hein, mais la laïcité, la France n'est pas née avec la laïcité, elle s'est construite dans le temps avec des étapes. Et donc de revenir par quelles étapes elle s'est construite, potentiellement celle du fait que la loi de 1905, quand elle a été passée, l'Alsace n'était pas française et que donc le droit qui s'applique n'est pas celui de la loi de 1905. Et donc d'expliquer, comme la laïcité, les principes vont être différents dans les collectivités d'outre-mer. Et donc, ça s'explique, en fait, ça se justifie. Les ministres du culte sont payés par les impôts en Alsace, ce qui semble surprenant pour le reste du pays. Mais il y a des choses à comprendre, en fait, qui s'expliquent très bien, et qui peuvent paraître incohérentes si on les regarde de l'extérieur, c'est vrai. Oui, mais effectivement, ce qui est toujours intéressant, c'est de comprendre le pourquoi et de remonter le fil de l'histoire et de mettre en contexte, en fait, ce qui nous semble être une incohérence. Oui, puis il y a une autre façon, il y a des choses aussi intéressantes à faire, qu'on peut faire aussi avec les plus jeunes, c'est une comparaison avec, dans d'autres systèmes démocratiques, comment est gérée la diversité convictionnelle. C'est-à-dire que le choix de la laïcité est associé à l'histoire de France, très très étroitement. Des pays comme le Royaume-Uni, par exemple, n'ont pas de séparation des églises et de l'État. La reine est le chef d'une église particulière, et donc le chef de l'État. Donc, de montrer qu'on peut démocratiquement laisser la liberté de conscience, la liberté de culte, mais dans des modalités qui sont différentes, ou encore aux États-Unis, où on en parle beaucoup en ce moment, mais où le président va prêter serment sur un texte religieux. Ce qui n'arrive pas en France. Et pour autant, avec une séparation des églises et de l'État qui sont extrêmement fortes, plus fortes sur certains aspects aux États-Unis qu'en France, alors même que le religieux est plus évoqué. Je veux bien qu'on prenne la question de Bénédicte qui parle d'Halloween et qui dit que les élèves peuvent confondre Halloween et la Toussaint et qu'il faut donc leur expliquer que la religion catholique a repris des fêtes celtes païennes et se les est réappropriées. C'est historique, c'est un fait et cela peut se décortiquer pour pas mal de fêtes religieuses catholiques.
Ça peut heurter, interroger certains élèves sur leur religion. Alors finalement, ma religion est-elle une religion de récupération? Et Bénédicte s'interroge sur cette responsabilité de heurter et finalement de poser un problème aux élèves qui acquièrent des connaissances sur leur religion qui peut peut-être leur poser question. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends. En fait, on en revient à savoir y croire. C'est-à-dire que l'historicisation des religions est intéressante. C'est-à-dire de montrer qu'elles ne sont pas nées du jour au lendemain toutes faites à un endroit particulier, mais que ce sont des processus historiques avec des évolutions. C'est-à-dire que si on prend la population catholique en France aujourd'hui et celle d'il y a avant-guerre, par exemple, avant Deuxième Guerre mondiale ou même après-guerre, il y a des façons de faire, des façons de pratiquer qui sont extrêmement diverses et de relations. Et donc, de montrer que c'est quelque chose qui évolue, qui se transforme avec des branches. Enfin, si on prend le christianisme, il y a des branches qui sont nées. Le christianisme orthodoxe, le protestantisme, et donc c'est le fruit d'une histoire et d'une transformation. Donc oui, les religions naissent, certaines meurent, disparaissent, mais elles sont pas figées dans le temps. En fait, vous avez doucement, mais ça aide à travailler aussi une réflexion sur le rapport à l'orthodoxie. On peut avoir une lecture orthodoxe de la religion, mais c'est une lecture. Et là, on est aussi sur la question de la diversité interne, sur de montrer qu'il y a différentes façons de faire dans chacune des religions. Ça va avec l'historicisation, à mon sens. Mais je suis d'accord que ça peut heurter certains enfants qui vont avoir une vision monolithe de leur religion. Mais leur montrer qu'il existe des façons de faire différentes et que ça évolue dans le temps aussi, c'est important. Et en même temps, de différencier ça par rapport au croire. C'est-à-dire que le texte, l'interprétation des textes, il y en a certaines qui datent d'il y a très longtemps, il y en a des nouvelles, des façons de voir différentes. Mais de ce que j'entends derrière les propos je ne sais plus, pardon, de Bénédicte, c'est le fait de se sentir légitime en tant qu'enseignant, de déboussoler, de déstabiliser finalement la croyance ou la posture des élèves. Et je pense que c'est plus le côté émotionnel et affectif en disant waouh, c'est une grosse responsabilité quand même, quoi. Sur un sujet beaucoup plus léger, mais est-ce que je porte la responsabilité de dire que le Père Noël n'existe pas, quoi. Enfin voilà, c'est ces points où on se dit est-ce que j'ai le droit finalement de déstabiliser autant les élèves dans ce que je propose dans mon enseignement. Mais est-ce que la déstabilisation, elle viendrait pas d'une remise en cause fondamentale des croyances, que la question d'accompagner un élève sur la construction de connaissances fondées et réfléchies sur plein de choses, enfin sur je sais pas moi, sur l'univers, sur le fonctionnement des planètes, sur le temps, sur le fonctionnement du cerveau aussi, enfin ce qui relève on explique de plus en plus de choses par par des aspects neurologiques, même, et parfois même des sentiments qui sont expliqués par des hormones. C'est déstabilisant en effet, mais en fait, je pense qu'en y allant doucement et avec respect pour les convictions, c'est-à-dire le fait que, encore une fois, la question n'est pas de le remettre en cause parce qu'il n'est pas de l'ordre de ce qu'on peut étudier, de montrer aussi qu'il y a des questions, encore qu'on ne sait pas tout. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles en histoire, quoi. Donc, il y a des autres doutes aussi. Il y a Céline, et là vraiment, je trouve que ça illustre, ça fait la continuité de ça, qui dit quand on étudie l'extrait de la Genèse, de la création du monde, les élèves vont poser la question, est-ce que c'est vrai? Et il n'est pas facile de mettre en avant les faits scientifiques sans discréditer la religion catholique. Et c'est intéressant dans la manière dont Céline le propose, on revient à cette idée du coup, si je dis que c'est de l'ordre de la croyance, est-ce que ça discrédite? Et là, la question qui est derrière, elle est celle de se poser la question
du sens des textes religieux et de leurs multiples lectures, en fait. C'est-à-dire qu'un croyant va pouvoir à la fois adhérer à la théorie du Big Bang et croire qu'un Dieu est à l'origine du monde. Et que le texte sur les questions de la création de l'homme et de la femme a une portée, en fait, qui amène à se poser des questions, à réfléchir, et qui ne va pas discréditer le texte par ailleurs. C'est-à-dire et c'est là tout l'intérêt, je trouve, de croire et savoir. C'est-à-dire qu'il y a des zones de frottement, mais qu'il y a une coexistence possible entre ces deux forme il y en a une qui, encore une fois, qui répond à comment, et elle ne répond pas à pourquoi. Pourquoi est-ce que... Enfin, la question à laquelle la science ne sait pas répondre, c'est pourquoi il y a quelque chose et pas rien. Et on est sur la question du sens complet. Et là, c'est là où les religions apportent une signification qui va être métaphorique, pleine de sens, que certains vont prendre au pied de la lettre, d'autres pas, avec des interprétations qui ne vont pas être les mêmes. Enfin, c'est la... Et quelques textes qu'on prend va traiter de ces questions-là. Enfin, que vous preniez les questions de la mythologie grecque aussi, gréco-latine, elle va traiter des questions de sens. La question de la liberté de l'homme, la question du bien, la question du mal. Il y a Claire qui pose, qui met en avant de nouveau ce qu'elle nomme en tout cas une hypocrisie d'État vis-à-vis de la laïcité, un État qui garde des fêtes religieuses comme jour férié. Je ne sais pas si c'est une hypocrisie. On a un documentaire sur notre site où on avait travaillé avec des ados justement qui étaient très très en colère parce qu'on leur parlait de laïcité et en même temps on voulait mettre un sapin à Noël. Ce serait incohérent si ces fêtes-là étaient des jours fériés juste pour certains. En revanche, c'est des jours fériés pour tous qui vont être investis de façon différente selon qu'on est croyant ou pas. Si je prends Pâques, par exemple. Tout le monde va pouvoir être en congé à Pâques. Les chrétiens vont célébrer un moment central dans leur compétition. Et c'est revenir sur la construction du calendrier. C'est-à-dire que, aussi, dans ce cas-là, c'est injuste de dire qu'on est en 2020. Il se trouve que selon l'ère culturelle, on a fait des choix symboliques. On peut compter le temps à partir d'eux. Vous allez au Liban ou en Israël, vous allez avoir un titre différent sur la tête du journal. Donc, c'est des choix de société, des choix qui prennent en compte une histoire particulière. Donc, en France, le nom des mois n'est pas chrétien. Il est la mythologie gréco-latine. Les noms des jours de semaine sont liés aux planètes et donc aussi à cette mythologie-là. Donc, on a des références et des origines extrêmement diverses dans notre calendrier. Et certes, sur les 11 jours fériés que vous allez avoir dans le code du travail, vous en avez, je crois que c'est 7 ou 6 peut-être, qui sont d'origine catholique. Voilà. Oui, parce que le pays qui à un moment, on a fixé le calendrier, on a essayé de faire autre chose. La Révolution française a essayé d'organiser la chose différemment. On est revenu au même calendrier. Donc, oui, ça prend en compte une histoire chrétienne qui a duré très longtemps. Mais c'est pas pour ça qu'il y a une hypocrisie à avoir des jours fériés. Et d'autre part, vos élèves vont avoir le droit, s'ils sont d'autres convictions, d'être absents ponctuellement pour une fête importante, sans avoir à justifier plus que ça. Des élèves musulmans vont pouvoir être absents pour la Halala ou des élèves juifs pour Yom Kippour. Donc, il y a un temps collectif construit qui est le fruit d'une histoire et qui, à regarder, ça vaut le coup de montrer que c'est pas uniquement chrétien, parce que ça, c'est bien. Et on a aussi des fêtes qui vont peut-être bouger. Enfin, peut-être que ces fêtes-là bougeront à un moment ou à un autre. Est-ce que je me posais la question là avec le 11 novembre, est-ce que maintenant qu'on n'a plus de personnes vivantes qui ont participé à la guerre 14-18, est-ce qu'on va garder cette fête-là? J'en sais rien, c'est des choix collectifs aussi. On peut changer le calendrier. Souvenez-vous, au moment de l'élection présidentielle où Eva Joly était candidate, elle avait proposé de modifier le calendrier pour faire rentrer des fêtes justement pour l'Aïd et Yom Kippour. Proposition politique qui peut se défendre. Après, c'est voté par la majorité. C'est ça. Et il y a l'idée de faire du commun, il faut garder du commun. Mais... je ne défendrai pas que c'est hypocrite. Tout à fait. Là, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de le remettre en contexte et de tirer le fil et de faire le chemin
à rebours pour comprendre comment ça s'est installé. Et effectivement, c'est notre système, ça a été des choix de société, et ces choix de société sont peut-être amenés à évoluer. Mais pour l'instant, ils sont encore ceci, et ils s'expliquent. Et c'est ça qui est intéressant à partager avec nos élèves. Et c'est très intéressant de travailler sur les calendriers, d'ailleurs, les semaines, les mois avec les élèves. Hein, c'est vraiment chouette. Il y a Bénédicte qui revient sur l'histoire du Concordat en Alsace, et finalement pourquoi ces régions-là restent sous ce régime-là. Je dirais que ça appartient à la politique à la politique au sens large, et c'est à questionner auprès de nos élus, et c'est une vraie question. Après, il y a des débats, hein, il y a des débats conséquents sur savoir si on fait sauter cette spécificité d'Alsace avec une partie des habitants d'Alsace qui n'a pas du tout envie, parce que associé à ce concordat, il y a un certain nombre de lois de protection sociale qui sont particulièrement avantageuses. Donc, pas nécessairement envie que ça saute. Hein. C'est ça. J'aimerais bien poser une dernière question sur cette histoire de la neutralité, parce que c'est quelque chose qui nous travaille hein, quand on est enseignant et face à nos élèves et qu'on monte ce genre de séance, on se demande si on va réussir. Comment on fait pour garder sa neutralité face à des enfants ou des parents qui, eux, ne le sont pas et qui, par exemple, affirment leurs convictions? Quel garde-fou on se donne? Quelle modalité de fonctionnement ou de pensée on se donne pour garder cette neutralité? Je suis pas sûre de comprendre ta question. C'est-à-dire que dans des moments comme ça un peu qui sont un peu émotionnels, c'est-à-dire que nous, on a ce devoir de neutralité, et on peut avoir en face un élève, des parents qui, eux, affirment leurs convictions et qui nous sortent de notre zone de confort parce qu'on se retrouve un peu démunis au niveau argument. Et je me demandais s'il y avait 2-3 questions ou 2-3 réflexes à avoir pour rester sur cette neutralité. Peut-être qu'il n'y en a pas et que c'est une question à... C'est-à-dire que si je comprends de ce que tu me dis que c'est perturbant à titre personnel et qu'il faut pouvoir ne pas être déstabilisé, c'est se préparer à l'idée qu'on va avoir des affirmations et ça, c'est une forme de mise à distance de ces émotions, enfin, ou en tout cas d'essayer de les calmer. C'est pas toujours très simple sur ce sujet-là parce qu'on part toujours très vite. Et après, encore une fois, c'est celui de ramener le débat sur ce que fait l'école. L'école n'est pas là pour débattre ou transmettre des convictions ou dire ce qui est vrai ou ce qui est faux. C'est pas son boulot. Son boulot, c'est d'apporter des connaissances aux enfants et les aider à réfléchir. Enfin. Non, mais c'est bon. En fait, c'est là où je voulais t'emmener, mais il n'y a peut-être pas de réponse, c'est que on voit bien dans les échanges et on voit bien dans ce qui est sensible, c'est ça, c'est d'avoir peur, entre guillemets, enfin en tout cas de redouter ce qui va nous être proposé en retour de cette proposition pédagogique, et on se dit, est-ce que je vais être capable de garder mon calme, de ne pas aller sur l'émotionnel? Je vais prendre un exemple très très concret et qui est lié à notre actualité. Les enseignants redoutaient fort de retourner en classe le 2 novembre, en tout cas dans certains établissements, parce qu'ils avaient peur d'entendre finalement que c'était bien fait. Et comment on se prémunit de ça et comment on répond et on reste à notre place justement et on essaie de décentrer cette réaction qui vient de l'autre et qui a sûrement sa légitimité. Comment on fait apprentissage à partir de ça? C'était ça ma question en fait. Ouais, elle est oui, je sais. Partie là, en 4 minutes. On est un peu au-delà des convictions religieuses, hein, là, quand même. Enfin, ce que tu es en train de me dire, s'il y a une validation d'un assassinat,
on est au-delà. Moi, je n'ai pas la solution. Okay. Je me dis c'est qu'il faut savoir différer quand C'est ça. on est pris à court quelque chose qui nous submerge. Pouvoir se dire que si on ne sent pas le traiter, on y répondra après, on le traitera après. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de laisser passer néanmoins. Enfin, un propos, il ne faudra pas traiter ça en 3 minutes. Propos d'appel au meurtre. Non, mais en fait, la question, c'était pas de le résoudre en 3 minutes. C'est, en tout cas, moi, ce que là, j'aurais envie peut-être de partager, c'est de se dire que dans ces moments-là, effectivement, le fait de différer et le fait de décentrer finalement la question et de, là, dans ce cas-là, de faire un rappel de ce qu'est la loi finalement et de le décentrer du religieux ou de l'appel au meurtre. C'est de dire, c'est juste, c'est puni par la loi. C'est de se redonner un cadre qui nous donne des garde-fous et de ne pas rester en fait sur l'émotionnel. C'était là finalement implicitement ce que j'avais, enfin là où je voulais t'emmener, c'est que ce que je ressens comme étant un gros frein pour beaucoup de collègues, c'est d'avoir peur d'aller sur cet émotionnel et que moi je pressens que finalement, il y a toujours un moyen de sortir de cet émotionnel pour revenir au contexte, à l'histoire, revenir à un cadre juridique et qui nous permet finalement de sortir du réactionnel émotionnel. Oui, enfin, c'est un truc, je ne veux pas terminer là-dessus, moi, sur l'enseignement des faits religieux, parce que je trouve ça change. Tu as raison. La question de l'enseignement des faits religieux, il n'est pas uniquement lié à l'assassinat de Samuel Paty. Enfin, mais tout à fait. Il a un sens par ailleurs, il se met en place en préparant. Après, de réfléchir à des formes de contestation qui peuvent émerger au préalable, sans doute. Et ça, dans les outils qu'on propose, on propose aussi d'essayer de se poser des questions à si l'élève dit qu'est-ce que je veux dire. On réfléchit même actuellement pas mal sur ces questions de caricature parce que ça demande réflexion. Je trouve que c'est compliqué. L'idée de pouvoir différer aussi. Après, chez les enfants, les questions de contestation, enfin, elles sont sans doute différentes de celles des ados quand même. Enfin, tout à fait. Et tu as raison de recentrer sur l'expérience qu'on a. On a des... Et encore une fois, dans tout type d'école, c'est-à-dire même dans les quartiers considérés comme compliqués sur ces sujets, dans les villes ou blablabla, il y a un intérêt fou des enfants pour commencer par là, quoi. Il y a un intérêt fou des enfants pour ces sujets. Ça ne veut pas dire que c'est pas vif, que les gens ne sont pas vifs, mais il y a un grand intérêt, il y a une appétence pour apprendre, pour raconter, pour expliquer. Il y a parfois des trucs entre élèves, mais c'est vraiment chouette, enfin vraiment. Et j'aurais pas la prétention de dire absolument pas qu'on a la solution à la radicalisation, etc. En revanche, on participe à un apaisement sur ces sujets réels et on participe à l'émergence d'une société qui soit résiliente sur ces sujets. Je ne dirais rien de plus, enfin, j'aurais pas l'ambition qu'on fasse plus que ça, ce qui est déjà énorme en fait. Tout à fait. Alors, là où, finalement, là où on pourrait terminer, c'est de revenir sur Savoir et Croire qui, vraiment, en tout cas, j'encourage tous les collègues qui sont là d'aller sur les fiches que Julia vous a proposées et de regarder un peu comment se construit ce Savoir et Croire qui, finalement, donne une base à beaucoup de sujets de dialogue dans la classe et qui apaise immensément certaines réactions que nous, on peut avoir et certaines craintes qu'on peut avoir sur certains sujets. Je vais parler d'un sujet complètement autre, mais il y a plein de sujets liés, par exemple, à l'éducation, l'anatomie, la sexualité, qui reviennent à ces sujets sensibles où on ne sait pas comment aborder parce que on ne sait pas ce qu'on a le droit de dire, pas le droit de dire. Et ce savoir et croire, je trouve, clarifie beaucoup de choses dans divers sujets qu'on a abordés à l'école élémentaire.
Non, Clotilde pose la question, avez-vous fait une fiche sur les programmes du collège et lycée en lien avec la laïcité? Marine. Non, pas encore. C'est-à-dire qu'on a fait certains outils, il y a des portes d'entrée assez évidentes, mais en fait, on n'a pas pris le temps de faire le travail qu'on a fait au premier degré au collège, en se disant qu'on avait déjà beaucoup de choses à faire pour faire en sorte que ça se déploie au premier degré et que. Mais je sais plus que dans quel live il y a eu récemment. Là, je sais qu'il y a un enseignant de physique-chimie qui a posé la question à Lola sur comment articuler laïcité avec mon cours et elle lui a fait des propositions. Puis comme généralement, on aime bien, avant de proposer, aller tester ce qu'on propose, on n'a pas fait encore. Mais cela dit, elle avait des idées. Hein. Elle avait des idées justement en chimie sur l'expérimentation, sur. Elle avait des super idées, effectivement. Sur la rotation des planètes, donc plein de pistes, mais non, donc on n'a ni étudié les programmes en détail pour aller voir où est-ce que c'était et par quelles entrées, ni fait des propositions pédagogiques en conséquence. En tout cas, je vous encourage même au secondaire d'aller consulter ces ressources qui sont finalement adaptable, en tout cas dans son positionnement enseignant. Je vous encourage à aller fouiller dans les ressources sur la page Éducation à la laïcité, sur ce partenariat entre l'association Enquête et Être Prof. Un immense merci, Marine, pour avoir répondu à ces questions sans phare, des fois un peu tordues. Merci beaucoup de t'être adaptée, en tout cas. Et merci à tous ceux qui étaient là. On avait une 60aine de personnes à peu près pendant toute l'émission. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions aussi sur les réticences, sur les accompagnements que vous voudriez avoir à la mise en place de cet enseignement. Il y a un bouton formulaire pour accéder à l'équipe de mentors qui peut vous répondre, notamment Lola de l'association qui répond. Les ressources, allez fouiller et puis on se retrouve bientôt. Je ne sais pas trop encore sur quelle thématique. Donc une très bonne fin de journée. Merci beaucoup, Marine. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents. Au revoir.